Il est loin, le jardin du nomade. Il est à 1000 lieues, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre de la terre. Le jardin du nomade renferme les graines mythiques de Babylone, d'Amazonie et du désert. C'est un jardin de lumière, du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Des oiseaux, des vers de terre, des abeilles, des insectes, des écureuils et des humains. Kamel Louafi, ich bin in Algerien geboren. Je m'appelle Kamel Louafi. Je suis né en Algérie où j'ai fait des études de topographie et travaillé par la suite pour des inventaires forestiers où je survolais de temps à autre les paysages. À un certain moment, j'ai émigré vers l'Allemagne où j'ai étudié le paysagisme. Tout ce que l'on voit sur le globe qui tourne, c'est un paysage, dans la définition large du terme. C'est en fait un ensemble de différents éléments, des montagnes, des reliefs, des plaines, la mer, les affluents, les forêts et les villes, les surfaces agricoles. Ces paysages sont le résultat de l'intervention de l'homme. Les paysages ne se composent pas seulement de végétation ou de montagnes, mais aussi d'animaux et d'humains. Car si les animaux et humains n'étaient pas présents, et aussi dans les zones urbaines, tout cela deviendra un paysage de ruines. Il est important de comprendre cette dépendance mutuelle. Les paysages arides paraissent souvent pittoresques. Leur image est fascinante. Vue du ciel, les paysages arides montrent les limites de la croissance et de l'agriculture. En Europe, le paysage est dominé par le vert et la vie. Un arbre peut pousser n'importe où. L'eau est disponible en tout lieu. Ce sont des lieux d'abondance. Un jardin, une oasis, sont, dans les paysages arides, un élément vital. En tant qu'architecte paysagiste, tu dois penser en fait comme un peintre. Tu dois travailler par couches successives pour, à la fin, obtenir un tableau. Parcs et jardins sont le reflet des cultures, à l'image d'une carte de visite. L'utopie positive d'un jardin est celle d'un lopin de terre utile, florissant, apte à évoluer tout en étant pérenne. L'utilisation économe et efficace de matériaux et de techniques témoigne d'un sens de la responsabilité et de l'élégance du processus de création. Mes parents, mon père, ma mère, mes sœurs et frères ont habité jusqu'en 1953 près de Metz, à la frontière du Luxembourg, où mon père a travaillé. Quand j'ai commencé à travailler à Berlin, je m'occupais d'un projet à Esch-sur-Alzette, au Luxembourg, un lieu près de la frontière française, d'où l'on pouvait dire « on peut voir Esch à vue d'œil », la région où notre famille a résidé. En 2009, on m'a demandé de participer à un concours que je suis très heureux d'avoir gagné. C'était un projet spécial, avec 15 sculptures de bronze et des haies en buis. Ce qui était surtout spécial, c'était la grande diversité de l'endroit. Mit sehr schönen Hecken, aber vor allem ein Ort, wo unheimlich eine große Vielfalt an Menschen, die dort wohnen. Die Leitidee für Esch-sur-Alzette. L'idée conductrice repose sur 3 références. Das eine ist
Esch-sur-Alzette produisait du fer. Plus maintenant. La deuxième, la multiculturalité avec ses immigrés. Et enfin, la transformation du parking en place publique. Und wir haben diesen Parkplatz als eine neue Stadtplatz entwickelt. Und dieser Stadtplatz, cette place doit devenir dynamique. Eine Dynamik. Diese Dynamik an sich hat damit zu tun. Une dynamique traduisant 5 surfaces, 5 continents encadrés par des haies et sculptures de bronze. Und dieser Platz ist von Hecken umrandet. Die Form der Hecken, die ich entwickelt habe, hat ein bisschen mit der... J'ai développé des formes de haies de buis qui sont proches de la forme des sculptures de bronze. J'ai voulu que les différentes sculptures de bronze servent à ce que le jardinier, dans 20, 100 ans, quand nous ne serons plus que poussière, puisse travailler et retailler les haies selon les formes de ces bronzes. J'ai fait un essai de coupe au sein de la pépinière de mon ami Jan Dieter Bruns. Son jardinier coupait d'une manière douce et sans excès. À un certain moment, je pris la cisaille et je coupais. Vlan, vlan. Le jardinier était un peu triste à cause des plaies, mais il a dit à Jan Dieter Bruns: Kamel semble savoir ce qu'il fait avec les coupes. Non, non, lui répond Jan Dieter. Kamel n'a aucune connaissance dans le jardinage, mais il sait ce qu'il veut. J'ai intégré dans ce projet l'art plus intensivement que dans tous les autres projets. Des haies dans la tradition des arts et des jardins, des sculptures de bronze réparties dans le parc. Un projet pleinement artistique. À la différence de l'architecture du bâtiment et de la photographie, la plupart des éléments de notre répertoire, qui par leur croissance, leur couleur, leur densité nous permettent de concevoir des espaces, des endroits qui en changement permanent, l'habitus, les couleurs, les 4 saisons nous donnent la chance, la possibilité de concevoir des espaces pleins de diversité dans la forme, dans la couleur. L'indécision de frontières, l'ombre, la géométrie stricte, la mise en scène du vide, la contradiction du naturel et de l'artificiel nous donnent la possibilité d'articuler et de composer l'imaginaire. Je peux dire que j'ai une articulation de ma philosophie de travail que j'ai rédigée il y a un certain temps dans un texte exprimant ce manifeste. Articuler l'imaginaire. Tu as toujours dans tes pensées comment est ton jardin aujourd'hui. Comment va-t-il être au printemps, en hiver? Comment va-t-il être dans 100 ans quand je ne serai plus là? Tu développes une expérience en te promenant avec le crayon sur ton papier et tu développes les espaces et tu dessines les différentes compositions. C'est comme une image. Tu dessines et composes une première couche.
les contours. Ah là s'arrête l'espace. Tu dessines et composes une deuxième couche. Où vont mes chemins, de A à B? Comment est-ce que j'arrive là-bas? Tu dessines et composes une quatrième couche. Où vais-je m'asseoir? Comment rayonne le soleil? Où est l'endroit le plus ensoleillé pour s'asseoir? Où commence le lever et le coucher du soleil? Où vais-je en profiter? Après, tu dessines et composes la cinquième couche pour imaginer les endroits pour des jeunes, des personnes âgées. À la fin, tu composes la dernière couche avec les arbres, l'ombre et la définition des espaces. Tu as un produit, tu te dis, c'est mon concept, ou tu le déchires et tu recommences de nouveau. Au cours de sa longue histoire, le jardin s'est révélé dans de nombreuses cultures comme une métaphore particulièrement bien appropriée pour conjuguer harmonieusement les deux attitudes instinctives de l'homme face à la nature. Distance et attirance. Ce qui fascine dans le jardin, c'est le mélange d'imaginaire et de réalité. Il est capable de compenser les failles entre idéal et réel auxquelles nous sommes quotidiennement confrontés dans notre environnement. Le jardin représente une nature que l'homme a façonnée de ses visions, mais sans la mépriser. L'utopie du paysage dans les jardins des Velves. Les canaux, près du château Montbriand de 1763, avec ses axes et conjugaisons baroques, sombraient dans un très profond sommeil, ont de nouveau émergé à côté des jardins baroques royaux d'Hanovre, conçus dans la tradition de Versailles. L'ancien tracé du canal, en forme d'abside, fut interprété en un siège. Et là où coulait l'eau, un flux de lumière coule. La nuit, la sculpture s'illumine. J'ai eu la chance de fréquenter souvent un restaurant grec à Berlin, dans la Düsseldorfer Straße, du nom de Pantarai. Andreas, le patron, n'arrêtait pas de parler de Héraclite, de Pantarai et de tout ce qui coule. Pantarai, ruissellement permanent. Le fleuve est un symbole de changement et source de vie. Il est un excellent endroit d'évolution, un attrait important pour toutes les cultures, et dans la constance de son écoulement porteur de développement. Les légendes archaïques de Mésopotamie, la tour de Babel, la simulation électronique, réalité virtuelle ainsi que les techniques actuelles comme la communication sans frontières, Internet, sont autant de motifs, d'images d'association, d'interprétation des fleuves et rivières. L'idée maîtresse, c'est le fleuve. L'eau coule de la même manière, tandis que les berges se transforment. La piazzetta avec les chutes d'eau qui définit la source. Les écluses sont des stations culturelles qui traduisent l'avancée du fleuve. Les forêts de bambou qui symbolisent cette grande culture d'Asie. Les dunes, le Sahara, les grandes surfaces de désert et le jardin méditerranéen avec un pont pour rejoindre la source. À la fin du jardin des transitions fut conçu un grand parc avec des montagnes et des tours célestes
qui nous raconte la culture des Incas et les tours de Babel. Die Pavillons sind Orte der Ruhe. Man ist auf ein Belvedere und steigt unten. Les pavillons sont des lieux de retrait et de repos. Du belvédère, on observe dans le jardin abaissé les tilleuls taillés complétés par les bambous, les bouleaux, jusqu'au paysage ouvert conçu avec des grands reliefs topographiques. Das mit dem Fluss, das hat Ce thème du fleuve a ouvert pour moi et mes employés un état de créativité immense dont on n'avait pas du tout imaginé la portée. On développait étape par étape, on interprétait, on dessinait. Cela nous a permis de développer des jardins extraordinaires qui ont été pratiquement pris d'assaut par les visiteurs. Je me suis dit, cette idée conductrice, ce leitmotiv à travers cette expérience à l'expo, waouh! Tu dois dorénavant toujours avoir un thème d'abstrait et qui te permettra de développer ton concept. Ça peut te permettre de développer plus loin tes idées. Une idée maîtresse, c'est comme un fil conducteur qui te guide dans les différentes étapes et tu pourras toujours en extraire ce que tu penses en utiliser le mieux. Dans d'autres projets, comme à Kassel, le site était rigide. Qu'est-ce qu'était l'idée conductrice? C'est la couronne des rois. L'idée centrale à Kassel comprend plusieurs éléments. Le mont Hercule avec toutes ses cascades, la forme géométrique de la place, les fables des frères Grimm, des écrivains de Kassel. Nous avons commencé d'abord de les interpréter dans cette surface ronde. Et le résultat est que nous avons développé dans cette place ronde le thème de la couronne. En traduisant les roses de la couronne par le positionnement des fontaines. Les fontaines sont placées comme sculptures réparties sur la place, permettant l'utilisation et la promenade dans tous les sens de la place. C'était l'idée de développer un très grand bassin, mais accessible de partout. Des reliefs gravés sur le bronze des fontaines racontent les différentes fables des frères Grimm. Et ce qui est le plus beau encore, c'est d'avoir au bord de la place un alignement en cercle d'arbres, des platanes, qui en font une place urbaine. Et tout cela concrétise notre idée conductrice.
Le monument d'Hercule surplombant la ville, visible de toutes parts, trône l'emblème de la cité. L'espace public, c'est l'ensemble des lieux ouverts, accessibles à tous les citoyens sans distinction de race, de classe ou de sexe, et qui se caractérise ainsi par une grande mixité sociale. C'est comme ça que ça se passe à la Place des Rois. Ce qui était amusant dans ce concours, c'est que lorsque j'ai gagné ce concours, quand je l'ai présenté, quelqu'un est venu vers moi et il me dit « Monsieur Louafi, vous savez, cette place, elle est très difficile. Et Monsieur Tel, qui est professeur d'art d'université de Kassel et qui s'occupe de cette place depuis 20 ans, vous propose un partenariat. » J'étais plus que surpris et je lui ai dit « Mais pourquoi est-ce que ce professeur n'a pas participé à la compétition, tout en lui soulignant que je n'avais pas besoin de partenaire? Quelques personnes n'avaient pas du tout accepté qu'un paysagiste gagne un concours d'art. » C'était un des premiers projets où j'ai commencé vraiment à réaliser à une grande échelle des espaces composés d'art public. J'ai toujours composé dans mes jardins et parcs avec des éléments qui n'avaient au départ aucun lien avec mon métier. C'était de l'art des sculpteurs. Mais mes installations ont une approche autre que celle d'artistes dont la philosophie reposait sur l'autonomie de l'art, dont les éléments pouvaient être chez vous, chez nous, à Berlin, à Hanovre, à Hambourg ou Brême. Mes créations, installations étaient ancrées dans le concept. Elles sont complémentaires au projet. C'est dans cette complémentarité que je les crée. Je considère que les aménagements sont pour moi un reflet culturel de la société. On vient, par exemple en Allemagne, c'est pour voir toutes ces architectures, jardins. Et on associe cela avec la culture allemande. Le roi Ernst August préférait se divertir dans les jardins du théâtre Herrenhausen, au milieu des magnifiques promenades baroques, avec la nouvelle approche sensible qui souligne la perspective par la géométrie d'un parterre végétal axé vers le mémorial conçu par Michelangelo Pistoletto et qui propose un lien entre les jardins artistiques baroques de Herrenhausen et la place de l'Opéra. Les haies et les sentiers sont inspirés des grands modèles utilisés dans les jardins baroques de Herrenhausen. Les jardins de la nouvelle place de l'Opéra auront ramené quelques intrigues baroques Herrenhausen dans la ville, en clin d'œil à Ernst August, à qui ils auraient certainement plu. Les places sont le reflet des cultures, à l'image d'une carte de visite. Aussi, place et technique sont tous deux l'expression d'une production technique et d'une culture humaine. Elles font partie de l'affirmation culturelle et expression esthétique liée à l'esprit du savoir-faire. Elles sont généralement synonymes d'harmonie et d'équilibre. Qualité et précision. Ces deux éléments qui me paraissent importants dans la culture allemande. Donc ça veut dire, quand je construis, oublions le BER, le projet catastrophique de l'aéroport et les autres aussi. Il faut gérer ces caractéristiques de qualité et précision. Comme Airbus est dans l'esprit du monde, associé à la perfection, il est synonyme de la précision,
des haies en forme de ligne rectangulaire avec un taillement précis, des bandes de pierres et de gazon avec une géométrie précise, évoquent l'industrie aéronavale de précision qui est Airbus, tout en soulignant aussi par ces différents éléments la particularité de la place. L'idée conductrice du jardin islamique oriental était l'oasis. L'oasis qui se situe dans un creux qu'on ne voit pas de loin et qu'il faut se rapprocher pour la découvrir. Nous avons interprété cela à Berlin à travers un mur de cloison autour du jardin. Et quand vous êtes devant ce mur, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand vous pénétrez dedans, vous découvrez un jardin, des images que vous ne vous êtes pas imaginées. Et on contemple et on se sent dans un autre monde. L'interprétation de l'oasis, avec une cloison ne permettant pas de voir de dehors l'espace intérieur, c'était la base de l'idée conductrice. Das ist die Leitidee. Appelons le projet Jardin islamique, comme au tout début de l'histoire. Les responsables voulaient, après l'attentat de New York, construire à tout prix un jardin islamique dans le site des jardins des religions. Et j'ai développé l'idée de l'oasis. J'avais deux motifs conducteurs, l'oasis et l'Alhambra. Das Zweite war, die Leitidee ist einfach eindeutig Alhambra und nichts anderes. Ich habe gesagt, je me suis dit, si je construis un jardin islamique ici, je dois construire quelque chose qui reflète la plus haute émotion. Et ça sera dans la ligne d'inspiration d'Alhambra, bien sûr, avec toutes les règles en vigueur ici. Et ce jardin, pris après la pose de la première pierre, a un nouveau nom. Oui, on m'avait dit, Monsieur Louafi, on ne veut plus mettre les thèmes de religion en avant et il serait bon de trouver un autre nom. Nous avons cherché et proposé Jardin oriental. En tant que libéral, je trouvais cela bien de mettre le concept en dehors des religions. Pourquoi cela doit être lié à la religion? J'ai cherché des poèmes d'Abu Taman et Ahmed Shawaki et s'ils ne m'avaient pas dit cela, on aurait mis des versets du Coran, comme dans tous les jardins semblables. J'ai fait la calligraphie et adapté les poèmes. Et j'étais satisfait et je ne m'étais posé aucune question. À un certain moment, j'entendais parler qu'un jardin chrétien allait être bâti. Oh, je me suis dit, qu'est-ce que cela veut dire? Je me suis renseigné et on m'a dit que c'était juste un titre de travail. Le jardin chrétien a été construit. Il est conçu d'un montage de textes bibliques. Ça veut dire, ce qu'on m'a interdit avec le jardin islamique a été permis pour le jardin chrétien. J'étais outré. Le Sénat et l'agence Grün Berlin, les maîtres d'ouvrage, ne voulaient en aucun cas me donner des explications.
Et toutes ces personnes intellectuelles siégeant dans ces administrations, la sénatrice qui ont interdit ici et autorisé là-bas. On a Internet, ils auraient juste pu consulter et vu qu'existait au moins 1000 livres pleins de références pour la signification du nom et calligraphie sur Paradoxia, l'origine de ces jardins. Chaque jardin a son origine à partir de cette culture perse avant la période islamique. S'est épanoui et développé durant et après et avec l'islam. C'était le début, où la politique abandonne les planificateurs à leur sort, quand il y a un problème. Et ils les laissent tomber comme des citrons. Ils ne veulent pas aller à l'encontre des problèmes. Ils ne veulent pas en débattre. Ils n'étaient pas capables d'en parler, d'en débattre. Ils étaient paralysés par la peur du débat, le débat dans la rue, à travers la presse. J'ai toujours remarqué leur peur en relation du nom islamique. J'ai abandonné de m'en occuper. Et c'est un peu l'histoire du jardin islamique à Berlin. Et c'est triste, parce que la volonté de construire ce jardin était vraiment formidable. De construire ce jardin, et il fut accepté et adopté. Cette situation, à laquelle je m'attendais le moins, nier tous ces problèmes, ne pas en parler, je ne m'y attendais pas. J'ai trouvé que l'expérience en général était formidable avec les Marocains. Lorsqu'ils sont arrivés, je leur ai expliqué que le quartier est plein de skinheads, de gens d'extrême droite, leur conseillant de ne pas sortir le soir. Quand je me suis amené un soir au jardin, il n'y avait pas de Marocains. Tiens, je me suis dit, ils auront organisé une excursion. J'ai appris 2 jours après qu'ils sortaient tous les soirs et s'éparpillaient dans le quartier dans des endroits où ils pouvaient consommer le thé. Mais le thé allemand. Ils ont vécu durant tout leur séjour à Marzahn-Berlin aucune expérience négative. Les Marocains ont plutôt donné beaucoup en retour. Entre autres, quand un jour, sur le chantier, je disais « Hamid, taille ce morceau, tu iras au paradis. Jamel, referme avec le plâtre, s'il te plaît, tu iras au paradis, etc. etc. » C'est une expression, et je disais cela en arabe. Un Marocain me dit « Monsieur l'architecte, on ne veut pas être seul entre Marocains au paradis. Laissez un peu de place pour les autres. » C'est des moments où on voit que les gens sont égaux. Et quand on les laisse tranquilles, ils vivent en harmonie, ensemble. Le jardin islamique oriental dans les jardins du monde, Berlin. Ce palais, par son charme ravissant, illumine la gloire du sultan. Il rayonne de sa beauté et de la magnificence de ses floraisons. Il est béni par les nuages qui généreusement le protègent. Les mains de son créateur l'ont paré de broderies pareilles à des fleurs. Son salon est une mariée qui dévoile les attraits de sa beauté au cortège nuptial. Il est heureux du grand honneur que les faveurs du grand calife lui prodiguent. Je n'ai pas reçu une éducation religieuse intensive. Parce que les parents de ma génération étaient analphabètes. Nous étions musulmans, ça nous permettait de se différencier des Français, des chrétiens.
Mais ils ne nous ont jamais obligés à aller à la mosquée. Eux-mêmes n'allaient pas souvent à la mosquée. Ils priaient souvent à la maison. Si je me compare à un pays d'Europe, de l'Ouest, je dirais que j'ai eu une éducation très libérale. Ce qui m'a touché dans la spiritualité, quand j'étais en Arabie Saoudite, et quand le prince Faisal, l'émir de Jeddah et Mecca, m'a demandé si je pouvais dessiner des jardins musulmans pour la Mecque. Je l'ai fait. Il me dit un soir, « Kamel, tu vas aller demain à la Mecque. » J'y suis allé. Et j'ai été émotionnellement touché. Et je ne savais pas pourquoi. Je ne fréquentais pas la mosquée, ni faisais la prière. Mais cette diversité m'a impressionné. Puis vint un taleb, un maître qui devait me montrer tous les rituels. Nous effectuâmes un autre rituel, Safa al-Marwa, qui consistait à faire un va-et-vient en récitant le Coran. Je lui dis, c'est comme chez nous à Batna. Il me dit, espèce de kafir, mécréant, Safa al-Marwa n'existe qu'ici. Je n'avais pas une connaissance profonde de la religion. J'ai été très touché d'avoir vécu tout cela. Mais ça n'a pas changé ma personne, ni ma position intellectuelle. Das hat mich jetzt in meine Person oder in meinen Gedanken oder in meine geistige Position überhaupt nicht beeinflusst. Le tapis comme idée conductrice pour la mosquée. On s'est imaginé la mosquée sur un tapis. C'était l'idée. Dans la cour de la mosquée, on a gravé sur les pierres les dessins de plantes qu'on prenait du tapis. Des bassins encadraient la mosquée. Et on avait les haies qui étaient symboles du verre, où le verre est rare. Le plus important, c'est de composer une image harmonieuse qui définisse le tapis. La fascination pour ce projet était énorme, surtout lorsque nous avons saisi la dimension de la mosquée durant la compétition. C'est une des plus grandes mosquées du monde, Abu Dhabi. C'est un endroit spirituel. C'est comme une église, une synagogue, un temple. Je suis le jardin qui au matin s'éveille en beauté. Regarde-moi et tu reconnais mon rang. Grâce à Mahomet, mon Seigneur, ma splendeur peut se mesurer au plus sublime qui ait existé et existera jamais. Par une heureuse fortune des étoiles, ces précieux ouvrages surpassent toutes les bâtisses de la terre. Quelle volupté pour les yeux! Le bienheureux trouve ici l'accomplissement de ses vœux. Ça ne m'a pas changé, mais après discussion et débat, j'ai trouvé des réponses pour mes jardins, ce qui n'était pas difficile. Je dois dire que j'ai appris mon métier ici, pas en Algérie. En Algérie, j'avais fait des inventaires forestiers et survolé les paysages de la région des Aurès, interprété les différentes strates dans les photos aériennes.
Cela m'a influencé dans mes approches en tant que paysagiste. Et aujourd'hui, deux choses que j'ai apprises sont très importantes. Quand j'agis dans le sud, je sais tout de suite qu'il y a un besoin d'ombre et de fraîcheur. J'explique cela simplement par le fait d'imaginer et concevoir des espaces dans lesquels on peut s'asseoir sous un arbre, profiter de l'ombre et de la brise fraîche. Parce que tu as autour de toi une grande aridité. Je viens de le faire avec le projet de Biskra. Il y a dans le Sahara une vieille tradition, surtout dans la ville de Biskra. C'est l'utilisation des canaux d'irrigation dans les palmeraies. Ces ibanes, qui portent le même nom de la ville de Biskra, ont une très grande signification dans la mythologie. La plupart des palmeraies utilisaient ce système d'irrigation dans le passé. Nous avons extrait de cette ancienne tradition dans les palmeraies un jardin des ibanes. Ce jardin a une signification dans son esthétique. Et l'utilisation de l'eau est aussi avec la forme des anciens canaux. Nous avons extrait l'eau salée souterraine et l'avons rendue visible dans une oasis verte de 50 hectares. Praktisch rausgeholt und sichtbar gemacht und sozusagen in eine grüne Oase von 50 Hektar entwickelt. Il n'y avait pas de vraie tradition de jardinage. Nous avons parlé avec le peu d'agriculteurs pour savoir quelles plantes utiliser qui puissent fonctionner au mieux. C'est tout à fait normal de n'avoir pas planté que des plantes exclusives à la région. Nous avons eu des bananes, des ficus qui ne venaient pas de cette région, mais qui venaient d'endroits ayant le même degré de latitude que Biskra. Je suis très heureux. Ibn Khaldoun avait compris si longtemps avant nous combien le temps de l'histoire fluctue. Dieu n'avait rien écrit, ni programmé. L'histoire n'est que le récit de ces créatures en train de sillonner des paysages mobiles, dangereux et magnifiques, au relief accidenté. D'abord granuleux, puis épuré comme un banc de sable qui avance dans un lit de mer, ou glisse le long de dunes, elles-mêmes nomades au sein de l'ergue. Leur immense paysage où chaque fois qu'il y aura trace d'eau, il y aura trace de vie. Le plan au bus du Corbusier. Un geste s'étirant de Bologhine à El Harraj. Un viaduc habité de plus de 10 km de long, dont le toit était une autoroute et les appartements des caissons superposés, qui offraient tous une vue sur la mer, était un mythe. À l'inverse, un geste d'ouverture de la ville d'Alger sur la mer serait une utopie positive de développement urbain démocratique. Étendre le territoire urbain sur la mer, comme à Dubaï, avec un espace public de plein pied, améliorerait indéniablement la qualité de vie de la capitale algérienne. Accompagnée par le développement souterrain des infrastructures et circulations, cette extension de la ville sur la mer pourrait être une vision, une utopie paysagère. Il ne fixe que la mer. Il veille à la naissance des abîmes, à l'avenir du port. Si la mer était libre, l'Algérie serait riche, pense le voyageur.
Pour moi, l'Europe, c'est un grand paradis. Tu plantes un arbre n'importe où, il poussera. Le vert est partout. Le grand challenge, c'est comment puis-je construire dans ce grand paradis un petit paradis ou un paradis moyen et qu'il soit attractif. Les haies vivent de la taille. La taille est l'expression d'un patrimoine culturel des jardins. Elle est l'élixir de vitalité des plantes. Elle leur donne une forme et souligne la géométrie de l'ensemble. La taille, autant que la croissance, détermine le jardin. Elles font partie des éléments culturels les plus révélateurs des jardins, parcs et places. Je crois qu'un jardin, un parc, c'est quelque chose de simple pour la plupart des gens. Chacun pense qu'il pourrait lui-même en construire un. Planter un arbre, planter une plante, chacun peut le faire. Ils le font sur leur balcon. La reconnaissance et le respect vis-à-vis de ce métier de paysagiste n'existent pas. Il faudrait le générer. Comment faire? J'ai appris il y a longtemps que la base de mon travail, c'est la communication. Quand tu as un concept, il faut qu'il soit dessiné de façon à ce qu'on a l'impression qu'on puisse toujours y intervenir. Donner le sentiment de partage. Il ne faudrait pas que le dessin donne l'impression qu'on ne peut plus intervenir. Mais il faut aussi le dessiner avec une clarté qui permet tout de suite de commencer à construire. Je dis aussi à mes étudiants, il importe peu que vos concepts soient formidables. Si vous avez que des adversaires au projet, vous n'avez aucune chance. Vous ne devez pas convaincre tout le monde, mais une partie, qui vous défendront. J'ai eu cela dans mes projets. Ça a fonctionné. J'avais dans mes projets plus de partisans que d'adversaires. Et cela est très important. La force de notre travail en tant qu'architecte paysagiste, si on se le compare à l'architecte urbain, est que l'on travaille avec une matière qui se transforme continuellement. Aujourd'hui, autrement que demain. Cet été, autrement que l'été prochain. Cet hiver, autre que l'automne. Nous mettons en place un cadre, des modalités. Nous amorçons un début de renaturalisation dont les générations futures vont peut-être profiter. C'est peut-être cela l'avenir dans le paysagisme, de parvenir avec des moyens limités à créer quelque chose de beau, un petit paradis dans cette terre d'abondance.